Bonsoir et bienvenue dans notre journal d'information. Au sommaire de cette édition, nous évoquerons les policiers municipaux de Nîmes qui ont manifesté par une journée de grève, rebondissement dans le milieu étudiant suite aux réformes proposées puis suspendues par le ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos, la rentrée du tribunal de grande instance de Nîmes, l'entreprise Roux Bâtiment peut être en voie de liquidation judiciaire. Et l'association Jazz 70 vous présentera le programme des festivités qu'elle organise pour le premier semestre 2009. Et puis en fin de journal, à l'occasion du 34e Grand Prix de gymnastique de la ville de Nîmes, j'aurai le plaisir d'accueillir sur le plateau Hervé Malbos, président de l'entente gymnique. Bonsoir, Monsieur Malbos. Bonsoir. Et Monsieur Serge Mouret, qui est président délégué de cette même entente gymnique. Bonsoir. Bonsoir, on se retrouve dans quelques instants. Mais nous allons démarrer par un bulletin météo que nous transmet Météo France qui vient de nous prévenir d'une vigilance orange pour notre département ainsi que celui de l'Hérault, une vigilance de niveau 3. L'événement perdure jusqu'à demain midi. Il est qualifié de la façon suivante. Épisode hivernal nécessitant une vigilance particulière. Le verglas et la neige, même en faible quantité, peuvent perturber de nombreuses activités économiques et particulièrement peuvent se montrer gênants pour la circulation, dont acte. Cette même préfecture, en raison de cet épisode neigeux qui a l'air de perdurer, demande à ce que les Gardoises et les Gardoises limitent à leur strict minimum les déplacements pour la journée du vendredi 9 janvier 2009. Cette préfecture a par ailleurs décidé d'interdire les transports scolaires. Toutefois, les établissements scolaires demeureront ouverts. Pour finir, la préfecture du Gard interdit à partir de 20 h ce soir, et ce jusqu'à midi, vendredi 9 janvier 2009, donc jusqu'à demain, la circulation des véhicules de plus de 7 tonnes 5. Cette circulation est interdite sur les routes départementales et nationales. À toutes fins utiles, les numéros qui peuvent vous aider à vous renseigner. Pour les routes départementales, le 0810 811 855. Pour les routes nationales, le 0826 022 022. Rajoutons-y pour l'occasion, pour les autoroutes, le 0892 70 70 01. Et puis sans transition, pour enchaîner, si la beauté du manteau de neige d'un blanc immaculé qui habille depuis hier nos campagnes contraste avec les problèmes rencontrés par les utilisateurs de véhicules, eh bien pour y remédier, la Croix-Rouge accueillait au Parnasse, converti en dortoir improvisé, outre les personnes privées de domicile fixe, les chauffeurs routiers contraints d'effectuer une pause dont il se serait bien passé. Un reportage d'Alain Bonnet. Hier soir, sur Nîmes, les conditions de circulation n'étaient pas meilleures, même si quelques axes avaient été sablés. Cependant, quelques dérapages spectaculaires à signaler. Ce matin, le temps s'est radouci et au Parnasse, en plus des SDF, la Croix-Rouge avait dressé des lits pour la nuit pour les chauffeurs routiers coincés sur notre région. On s'est organisé, donc les chauffeurs routiers, donc on les a installés dans ce qu'on appelle nous le mini Parnasse, et nous avions mis les SDF dans un autre secteur. Voilà, ça c'était important. Donc ces différentes personnes, tant les SDF que les chauffeurs routiers, ont pu donc se restaurer hier soir. Donc il y a des sandwichs et des boissons chaudes qui étaient prévues, ainsi que des douches, ils pouvaient se doucher. Et idem pour ce matin, donc tout le monde a pu prendre un petit déjeuner là avant de partir, parce que nous attendons les navettes pour pouvoir les acheminer vers les camions. Quant à la Croix-Rouge, elle a su faire face à cette arrivée massive de personnes. Hier soir, beaucoup plus de monde par rapport à d'habitude, forcément, avec la neige. Oui, beaucoup plus de monde, d'autant plus que les gens sont incertains quant à la réouverture de l'autoroute. Parce que le temps menace encore, à ce qui paraît, il va y avoir des chutes de neige encore aujourd'hui sur la région. Oui, mais le problème, c'est pas véritablement la région, c'est en descendant, en partant vers Marseille, on ne sait pas encore si c'est bien dégagé. Ça n'a pas été trop difficile de gérer tout ce monde hier soir? Non, non, pas de problème, on est formés pour et on était suffisamment nombreux. Ce matin, une partie des autoroutes était réouverte, mais par arrêté préfectoral, la 54 restait toujours fermée en direction d'Arles, ce qui a occasionné pas mal de bouchons au péage de Nîmes avec des chauffeurs routiers patients, mais pas toujours contents. Je vais sur Avignon, oui, tout à fait. Oui. Alors apparemment, l'autoroute est ouverte sur Avignon, avec la 54 qui est fermée. Bah oui, peut-être, mais moi je vais à Avignon et je verrai bien comment ça passe, voilà. Tu étais bloqué hier soir? Non, j'étais bloqué sur Avignon, ouais. Sur Avignon et sur Ognonnas, mais bon, finalement, c'est bien passé. Mais la D2, ils font pas leur travail, voilà. Vous avez été bloqué ici sur Nîmes? Oui, depuis hier soir, 5 heures. D'accord. On vous a signalé que vous ne pouviez pas aller plus loin? Ben non, on a vu le temps, ça bouchait de plus en plus, ça tombait. On a arrêté. D'accord, bonne route, merci. Merci.
Vous êtes là depuis hier soir, vous êtes bloqué? Depuis hier soir, oui, depuis 4 heures hier après-midi. Étant donné que je suis chargé chez Renault et tout le personnel est parti vu qu'il y avait de la neige. En fin d'après-midi, le temps devait s'améliorer, ce qui permettra peut-être d'ouvrir à nouveau l'autoroute et la route vers Marseille pour les poids lourds. Pour le volet social, hier, mercredi 7 janvier 2009, les policiers municipaux de Nîmes étaient en grève. Une série de revendications portant notamment sur les horaires de travail et sur le manque de moyens sont à l'origine du conflit, comme l'explique au micro d'Alain Bonnet le représentant du syndicat Force ouvrière. Depuis plusieurs mois, on a eu des discussions avec les représentants de l'administration, donc le directeur de la sécurité, avec l'adjoint à la sécurité. Mais malgré les relations courtoises que nous avons eues avec ces deux personnes-là, nous n'avons jamais obtenu d'engagement précis sur les points que nous mettons en avant. Et donc c'est ce qui a irrité les collègues policiers municipaux et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit dans les médias, aucun engagement ferme et écrit n'a été pris pour les mesures que nous demandons à mettre en avant, à savoir la mise dans la balance des moyens financiers si on veut provoquer le volontariat sur l'équipe qui travaillerait plus précisément de 17h à 23h, la remise à niveau du régime indemnitaire qui est dû aux agents sur la prime de service, à savoir le passage de 18 à 20%, et ensuite bien sûr les moyens en matériel, dotation en équipement de sécurité, l'armement, les véhicules et aussi les locaux, puisque on leur a annoncé qu'ils allaient grassement obtenir la pose de la première pierre pour le futur poste de police en 2014. Alors bon, ça n'a pas été fait pour adoucir les problèmes. Richard Tiberino, adjoint au maire de Nîmes et délégué à la sécurité, a apporté aujourd'hui des éléments de réponse aux revendications. On l'écoute toujours au micro d'Alain Belon. On ne leur a pas fait la proposition, encore, du changement de mode de travail. On les a simplement avertis il y a quelques mois qu'il fallait s'adapter aux besoins de la population. Vous savez que la délinquance bouge au niveau des horaires, au niveau des quartiers. Donc il est normal qu'une police municipale, comme une police nationale d'ailleurs, s'adapte à cette délinquance. Et bon, le blocage vient un petit peu du fait qu'ils veulent apparemment rien changer. Donc c'est vrai que là le conflit s'est un petit peu durci. Je vais tout faire pour que le dialogue se réinstaure, sachant que sur ce besoin de changement d'horaire, on sera intransigeant, mais qu'on préservera quand même la vie familiale des agents. C'est pas un bouleversement du service, contrairement à ce qu'ils peuvent laisser croire. Bien évidemment, il y a des lois en France et on les respectera. Et à partir du moment où il y a une partie de travail de nuit, cette partie de travail de nuit sera payée. Et il ne s'agit pas de travailler plus. C'est surtout ça qu'apparemment ils ont mal compris. Ils vont toujours travailler comme auparavant, mais différemment, quelques semaines par an. Cette histoire de prime, si vous voulez, c'est que les policiers municipaux ont droit à une prime supplémentaire par rapport à d'autres fonctionnaires. Cette prime, jusqu'à présent, jusqu'en 2006, était de 18%. En 2006, la loi nous a permis de la passer à 20%. Pour des raisons budgétaires, eh bien, on a traîné un peu, ça c'est vrai, mais ça, il avait compris. La problématique vient du fait que, premier semestre 2008, je leur ai promis qu'à la rentrée, donc en septembre 2008, la prime passerait à 20%, comme nous autorise la loi. Et je maintiens cette position et je leur ai expliqué. Malheureusement, actuellement, le régime indemnitaire des agents municipaux est au tribunal, notamment à cause du syndicat Force ouvrière qui manifestait hier. On s'est retrouvé au tribunal, on a perdu, on fait appel, et en attendant, on ne peut rien faire. Du moment que l'appel est suspensif, on ne peut pas leur donner actuellement ces 20%. Mais ils savent que dès que la situation sera débloquée, ils l'auront. Et ils la méritent, je tiens à le dire. Vous savez bien qu'on a décidé de faire des gros investissements sur Nîmes, sans augmenter les impôts des Nîmois. Donc c'est tous les services municipaux où il y a un tour de vis, et la police municipale n'y échappe pas. Donc il y a des besoins que je comprends, en locaux, en véhicules, il y a des choses comme ça que je comprends tout à fait, mais on ne peut pas tout faire, on a un budget et on s'y tient. Donc prochainement, une rencontre avec les personnes intéressées. Tout à fait, enfin on va leur proposer.
Un courrier va partir ce soir du directeur de cabinet du maire pour leur proposer une date dans les jours qui viennent. Sachez enfin qu'un préavis de grève est déposé en mairie de Nîmes pour les journées du 13 janvier, journée au cours de laquelle la ville de Nîmes s'apprête à recevoir Nicolas Sarkozy qui viendra présenter ses vœux au monde de la culture à Carré d'Art, ainsi que pour la journée du 14 janvier, une journée que Jean-Paul Fourier, le maire de Nîmes, a choisi pour présenter ses vœux au personnel communal. Les étudiants et enseignants entendent profiter d'ailleurs de la venue du président de la République à Nîmes le 13 janvier prochain pour obtenir de lui un entretien et lui faire part de leurs revendications au sujet des réformes lycéennes. Les détails avec Yvonique Seguin qui a rencontré des représentants des lycéens et des enseignants. La mobilisation lycéenne n'est pas éteinte et bien au contraire, on se fixe un nouveau rendez-vous pour la venue de Monsieur le Président le 13 janvier. Il y a une nouvelle journée nationale d'action qui est fixée au samedi 17 janvier. L'ensemble des lycéens et des étudiants seront présents et se joindront au cortège. Dernier rendez-vous du mois, le 29 janvier pour l'interprofessionnel. Pareil, donc les jeunes seront présents, lycéens et étudiants ensemble. Nous gardons des actions régulières, même s'il n'y a pas toujours énormément de monde. Ça permet de rester mobilisé et on espère bien sûr une très forte mobilisation le jeudi 29 janvier, jour de la grève interprofessionnelle, avec des revendications pour plus de moyens envers les salariés et donc envers les services publics. C'est vrai qu'il y a besoin d'investir pour tous les salariés et pas seulement pour les actionnaires ou pour les banques. Sans transition, le tribunal de grande instance est la juridiction de droit commun en matière de première instance. Il en existait 181 en France et hors métropole. La réforme de la carte judiciaire proposée par le garde des Sceaux Rachida Dati devrait réduire leur nombre à 158, parmi lesquels celui de Nîmes qui effectuait ce jeudi 8 janvier 2009 sa rentrée marquée par un bilan dont nous rend compte Alain Belon. Les deux juridictions nîmoises ont profité de leur rentrée solennelle pour afficher un bilan positif. Hier, mercredi, le premier président de la Cour d'appel a souligné l'accélération dans le traitement des affaires, tout en rappelant la faiblesse des moyens alloués à la justice. Le bilan, je l'ai dit, est bon dans l'ensemble, ce qui est relativement inattendu dans la mesure où nous avons, comme je l'expliquais, connu beaucoup de difficultés, la réforme de la carte judiciaire, des réformes qui se rajoutent les unes aux autres. Finalement, le bilan est là, ce qui démontre que la justice veut toujours faire face à la demande des justiciables. Nous avons évacué beaucoup plus d'affaires qu'il n'en est rentré, ce qui permet de dire que nous rendons la justice à peu près dans des délais raisonnables. De son côté, le président du tribunal de grande instance souligne la spécificité nîmoise de sa juridiction, confrontée à une forte augmentation de la population et donc de dossiers à traiter. On peut quand même être considéré comme positif, bien évidemment, par le travail accompli, grâce au travail accompli par les magistrats, les fonctionnaires, mais reste un point noir que nous évoquons depuis de nombreuses années, chaque année, à l'occasion de cette rentrée solennelle, c'est le sous-dimensionnement de cette juridiction nîmoise. En effet, vous n'êtes pas sans ignorer que la démographie locale est en forte augmentation. Cette augmentation, bien sûr, se répercute sur le besoin des demandes judiciaires. Ces rentrées solennelles se sont déroulées dans un contexte législatif agité. Les magistrats vont probablement devoir être confrontés à de nouveaux bouleversements dans les mois à venir. Écoutez, je crois que la justice passionne les citoyens, ce qui est normal. Passionne aussi, j'allais dire, les politiques, puisqu'il n'y a pas de mois ou de semestre sans qu'il y ait des réformes sur la justice. Le Parlement est toujours mobilisé. Et là, on nous annoncerait, cet après-midi, le président de la République annoncerait une grande réforme avec la suppression des juges d'instruction, ce qui va constituer quand même, sur le plan culturel, sur le plan symbolique, quelque chose de phénoménal. Donc 2009 va être encore un grand chantier. Vous l'avez compris, il s'agit de la rentrée jumelée du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Nîmes. Social toujours, ils sont 13 salariés de l'entreprise Roux Bâtiment qui ne peuvent plus y pénétrer pour exercer leur profession. Les employés ont eu la désagréable surprise de trouver le 18 décembre 2008 de nouvelles serrures au point d'accès des ateliers.
Il appartient désormais au tribunal de commerce de statuer sur une éventuelle liquidation judiciaire de l'entreprise. Les détails de cette affaire avec Alain Bonnet. Ce mercredi 7 janvier, les employés de la société Roux Bâtiment de Nîmes étaient réunis au tribunal de commerce en compagnie de leur avocat Maître Ferry suite à l'hypothétique fermeture définitive de leur entreprise, après que ceux-ci aient trouvé porte close en se rendant à leur travail le 19 décembre dernier, sans qu'aucune lettre leur soit adressée et aucune explication fournie. À ce jour, 3 aspects se présentent. Bien, écoutez, 3 aspects. Le premier, c'est l'aspect prud'homal, c'est-à-dire que différentes procédures sont en cours au Conseil de prud'homme pour permettre aux salariés de percevoir les droits qui ne leur ont pas été réglés, des primes de panier, des indemnités, enfin une procédure classique au Conseil de prud'homme. Deuxième aspect de la procédure de l'affaire Bâtiment Roux, c'est le volet commercial, c'est celui qui est évoqué aujourd'hui sur la question de savoir s'il faut redresser l'entreprise ou la liquider. Les débats auront lieu tout à l'heure. On serait favorable, nous, à ce qu'au moins pendant un temps, la société puisse perdurer, parce que de beaux chantiers sont en cours et il est dommage de les voir abandonnés par son chef d'entreprise. Et puis le troisième aspect qui chevauche avec celui d'aujourd'hui, vous savez que les procédures au commerce imposent la présence d'un représentant du procureur de la République, il est présent, je me suis déjà ouvert auprès de lui, de ce que certains de ses salariés ont énoncé comme étant la commission d'infraction. Il appartiendra à ses services d'enquête de les vérifier. L'ensemble du personnel ne se fait pas d'illusions et pense à cette étape de l'affaire qu'une liquidation judiciaire risque d'être l'issue fatale, même si au fond d'eux, ils échafaudent d'autres solutions. Nous sommes là aujourd'hui avec tout le personnel pour manifester notre déconvenue et demander éventuellement de savoir si on pouvait avoir au lieu d'avoir une liquidation judiciaire, avoir justement la possibilité de repartir avec l'entreprise sous une forme d'une SCOP ou autre chose comme ça, sous l'égide des mandataires. Voilà. À la sortie de l'entrevue, Maître Ferry était assez pessimiste et le personnel ne cachait pas son mécontentement. L'actif serait de 580 000 €. Le passif serait de 861 690 €. Voilà. Si ces chiffres sont sincères, la société Roux est bien en état de cessation de paiement. À vérifier. On n'y croit pas. Ou du moins, on émet l'hypothèse que cette déclaration ne serait pas tout à fait conforme. À partir de là, il ne peut pas échapper à l'administrateur la nécessité de le vérifier. Si la loi ne lui en faisait pas obligation, de toute façon, c'est son rôle. S'il y a liquidation judiciaire, les employés en seront avisés la semaine prochaine et la procédure classique se mettra en place permettant aux licenciés d'être réglés de leurs droits au titre des indemnités qui leur sont dues. Quant aux liquidateurs, on saura la semaine prochaine qui sera nommé. Culture pour continuer avec la dynamique association nîmoise Jazz 70 qui vous présente, au-delà de ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l'année 2009, c'est aussi son programme des festivités jazz pour le premier semestre de la nouvelle année. Un compte rendu de Nicolas Pinchino. Ce jeudi matin, c'est au sous-sol du Libanim que l'équipe de Jazz 70 s'était réunie pour son audience solennelle de rentrée. L'occasion de formuler quelques vœux, de faire le bilan d'une année 2008 très riche et surtout d'annoncer la programmation musicale concoctée par l'association pour ce premier semestre 2009. On a envie de proposer, dans la continuité de ce qu'on a fait l'année dernière, des concerts avec plusieurs formules, avec plusieurs lieux. Et essayer à chaque fois de toucher un public le plus nombreux possible avec des tarifs attractifs, avec des horaires aussi qui sont peut-être plus en adéquation avec ce qui se fait habituellement. Pour ce premier semestre 2009, Jazz 70 propose 1 voire 2 concerts tous les mois avec une qualité toujours au rendez-vous et ce, dans tous les coins de la ville, du Libanim au Jardin de la Fontaine en passant par l'hôtel Atria, l'Imperator ou encore le théâtre Christian Ligier. Le 17 janvier par exemple, on a une soirée brésilienne qui va réchauffer un petit peu le mois de janvier avec Patrick Agulo et Annapolis et donc il y a cette envie de faire du jazz traditionnel avec l'Authentic Jazz Band, du Latin Jazz avec Carol Lopez Noussa au théâtre Christian Ligier, de faire du jazz vocal aussi avec Shaina Moses et Raphaël Lemonnier qui signent chez Blue Note, donc de suivre vraiment l'actualité du jazz et de ne pas prendre un parti pris sur une chapelle mais d'en donner à tout le monde et d'aimer le jazz, d'aimer tous les jazz.
Beaucoup de concerts à venir donc. Le coup d'envoi sera ce samedi 17 janvier au Libanim avec Patrick Agulot Brasil Quartet. L'association profite également de cette rentrée pour annoncer sa volonté de créer de l'emploi dans le but d'aller plus loin dans la programmation musicale. Et en cette période de vœux, il est toujours possible d'imaginer de faire un jour revenir, pourquoi pas, le jazz dans les arènes. Notre spécialiste de la question de tauromachie espagnole, Christophe Ché, nous fait part d'une nouvelle concernant le torero portugais Victor Mendes, bien connu dans notre région, qui continue à torer de façon très occasionnelle et bientôt, à 50 ans, va se lancer dans un nouveau challenge, celui de l'apoderamiento. En effet, Victor Mendes, qui a dirigé par le passé les carrières du jeune portugais Luis Vital Procuna, va prendre en main les intérêts professionnels et artistiques du torero espagnol Sebastián Palermo Danco. Sebastián Palermo Danco, qui n'est autre que le fils du célèbre Palermo Linares, le dernier matador à avoir coupé une queue dans les arènes de Madrid, c'était il y a près de 40 ans. Sebastián Palermo Danco, que nous voyons sur ces images d'archives, là, lors de sa confirmation à Nîmes, d'ailleurs, d'Alternative à Nîmes, n'a pas toré la moindre course en 2008 et entend relancer sa carrière grâce à cet accord passé avec Victor Mendes, qui sera donc son nouveau manager. Rappelons que Sebastián Palermo Danco a été sacré meilleur matador de toros au cours de l'été 2007 dans les arènes de Pontevedra, tout simplement. Voilà donc pour cette nouvelle. Il ne peut pas y avoir un journal télévisé sans une nouvelle de tauromachie espagnole. Merci Christophe quand même pour cette information qui sera certainement reprise dans l'émission Tendido Sud. Et puis voilà, nous arrivons donc au terme de ce journal d'information avec nos invités, avec Hervé Malbos, bonsoir, et monsieur Serge Mouret. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes les têtes pensantes du 34e Grand Prix de gymnastique de la ville de Nîmes. 34e année de gymnastique à ville, je ne le crois pas. La gymnastique à Nîmes se pratique depuis bien plus longtemps que ça. Oui, la gymnastique à Nîmes, c'est 1905, les enfants de la patrie, et puis une évolution avec plusieurs clubs. Le Gymnaste Club de Nîmes en 1925, les Allobroges nîmois, l'Avenir Gymnique de Nîmes, une fusion avec le Gymnaste Club de Nîmes en 1989, l'espace Gymnime Costière, et d'autres clubs. L'évolution de la gymnastique à Nîmes se porte bien dans tous les domaines et dans toute sa dimension. Alors c'est 34 ans de Grand Prix ininterrompus chaque année, ou y a-t-il eu des interruptions? Non, ça a eu lieu non-stop, donc depuis 34 ans, depuis que M. Maurice Nolac, le fondateur de l'Avenir Gymnique et du Grand Prix de la ville de Nîmes, l'a créé donc il y a 34 ans et il s'est déroulé tous les ans. Alors nous allons voir quelques images de ce Grand Prix que nous avons eu le plaisir de venir apprécier. Parlez-nous un petit peu des participants, des pays participants, parce qu'on peut dire que ce Grand Prix, son aura, sa réputation a largement dépassé les frontières de l'Hexagone. Oui, tout à fait. Au départ, le Grand Prix de la ville de Nîmes était avant tout régional, puis petit à petit, il est devenu national et s'est internationalisé. Cette année, on accueille 6 équipes masculines, 24 équipes féminines, 26 individuels et 10 groupes en GRS, ce qui représente 180 gymnastes qui viennent de Belgique, des clubs de Dinan, Stenberg en Belgique, le club de Barlade en Roumanie, ainsi que des clubs de la région toulousaine, plus près d'ici, Vergès, Latte-Morin, et bien sûr les Allobroges nîmois, Uzès, Nîmes. Alors comment se situe ce Grand Prix de la ville de Nîmes parmi les compétitions de gymnastique au niveau national ? Alors ce Grand Prix de la ville de Nîmes est avant tout une préparation pour les compétitions officielles. Il est en tout début de saison et il va en gros du niveau, on pourrait dire, régional ou zone jusqu'au niveau national, puisque certaines équipes participent en division nationale, autant en filles qu'en garçons. Alors la ville de Nîmes a bien sûr vu naître et grandir des gymnastes qui sont devenus de grands noms de cette discipline. Oui, bien sûr, on a tous entendu parler de Ludivine Furnon qui donc à Nîmes, a été découverte à Nîmes par le couple Popa, donc qui participe donc avec Vergès. Là, ils vont venir cette année. Alors qu'en est-il des gymnastes nîmois à l'heure d'aujourd'hui? Comment se situe-t-il dans l'échelon de la gymnastique au niveau national?
Au niveau national, on peut dire qu'il y a quelques gymnastes qui sont d'un niveau national qui participent tous les ans au final national, donc tant individuel que par équipe. Alors discipline de rigueur, de travail, de persévérance. Oui, beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de persévérance, de la rigueur dans les entraînements, dans l'assiduité, dans la présence. Oui. Alors que propose l'entente gymnique de la ville de Nîmes? Est-ce qu'il y a de la compétition, du loisir? Comment se pratique la gymnastique à Nîmes? Alors la gymnastique à l'entente gymnique, c'est de tous les niveaux, à partir de 4-5 ans jusque quasiment aux adultes. Et on peut pratiquer un loisir, on peut pratiquer pour faire des compétitions, quel que soit son niveau de compétition, puisque l'appartenance à plusieurs fédérations permet de trouver dans chaque fédération son niveau de pratique et son bonheur dans la pratique de la gymnastique. Alors ce 34e Grand Prix de gymnastique de la ville de Nîmes va se dérouler samedi 10 janvier prochain. On peut donner les horaires peut-être de départ de la manifestation? De 9h30 à 17h, donc avec 4 tours pour les féminines, un tour en début d'après-midi pour les masculins, avec la GR aussi en début d'après-midi. Donc du spectacle aussi, du grand sport spectacle, de haut niveau, oui. mais du spectacle. Oui, oui, tout à fait. La clôture se fait avec les nymphes d'or, qu'on connaît. Un enchaînement, en fait, spectacle. Voilà. Une soirée de gala où je conseille vivement aux Nîmois et aux Gardois et au-delà de venir voir cette magnifique soirée où il y aura 19 productions. C'est compétitif, c'est une compétition où il y a des challenges, 2 challenges, challenge plus de 16 ans, challenge moins de 16 ans, où des clubs de Sartrouville, de Savigny-sur-Orge, de Belgique, bien sûr du département du Gard, Vergès, plus de 200 gymnastes vont participer, vont se confronter, et vous voyez à l'image les productions de l'année dernière où, les moniteurs et monitrices relèvent le défi de marier la gymnastique avec le son, la lumière, les costumes, tout cela dans une harmonie, belle et éclatante de la chorégraphie, voilà, la gymnastique en même gymnastique, temps, la gymnastique chorégraphiée. Donc plusieurs catégories de production. On a eu la participation bien sûr du Rhythmic Club de Nîmes l'année dernière. On regrette que cette année, pour des raisons de compétition, il ne puisse pas être présent. Il nous avait apporté un plus dans cette compétition. Une grande soirée, je pense, qui attend la clôture de notre initiative. Alors, ce spectacle de gymnastique chorégraphiée commencera à 20h30. 20h30. C'est un spectacle qui est en dehors de la compétition, mais en fait qui fait partie de la journée. Ça fait partie intégrante de la journée où, disons, il y aura un arbitrage fait sérieusement par des juges qui... Allez, on est encore un peu à l'époque des cadeaux, peut-être va-t-on entendre un petit peu de musique sur ces images. Voilà, très joli spectacle. Merci, messieurs Malbos et Mouret, d'être venus nous parler de ce 34e Grand Prix. Merci beaucoup. Certainement, nous viendrons faire un peu les espions, voir comment cela se passe, et peut-être viendrez-vous... Vous serez les bienvenus. On profite de remercier la ville de Nîmes, qui est notre support essentiel de notre compétition, qui nous aide de tous les efforts qu'elle peut faire pour pouvoir contribuer au succès de cette rencontre. Le conseil général et le conseil régional qui nous aident également par des subventions et par des aides diverses pour que ce soit un grand succès. Voilà. C'est ce qu'on vous souhaite, parce qu'on est encore à l'époque des vœux. Merci beaucoup. Merci de votre visite. Donc à samedi, à tout le monde. À samedi sans faute. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette édition. La suite du programme sur notre antenne, eh bien, elle va être constituée de Croco Hebdo Plus, les prolongations. Il sera question de la 19e journée du championnat de France de football qui opposera le Nîmes Olympique à l'équipe de Vannes. Ça se jouera à Vannes. Et bien sûr, il sera aussi question du groupe retenu pour l'occasion. Et je vous quitterai simplement en vous rappelant ce message de Météo France qui vient d'émettre donc un niveau de vigilance 3, orange pour notre département et celui de l'Hérault, avec des recommandations, se limiter aux déplacements strictement nécessaires, interdiction aux camions de plus de 7,5 tonnes de rouler sur les routes nationales départementales. Les transports scolaires ne seront pas faits, ne seront pas effectués. Les établissements, par contre, demeureront ouverts. Donc prudence, bien sûr, jusqu'à la fin de
de cet épisode neigeux. Voilà, donc nous en avons terminé pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à l'écoute et au regard de Télémiroir, bien sûr, et à très bientôt. Bonne soirée, au revoir.